Bonjour tout le monde, Éric Prudhomme, directeur général des jardins d'entreprise Ouest de Montréal. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci de participer à la webinaire, une belle présentation de la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. Puis je tiens vraiment à féliciter en passant la Chambre de commerce parce qu'en ces temps assez spéciaux, on va le dire, et historiques de la COVID, la Chambre n'a pas arrêté d'être en action pour vous, pour la communauté, pour essayer de vous aider, de s'entraider à passer à travers cette crise-là. Puis moi, je pense que c'est un peu le mot du jour aujourd'hui, la solidarité. Quelque chose qui est très, très à cœur chez Desjardins comme coopérative financière, c'est de s'entraider dans des moments d'autant plus difficiles. Donc, moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être partenaire pour une conférence de haut niveau pour vous aider justement à y voir plus clair dans une crise complexe. J'aimerais ça passer la parole à mon ami et président de la Chambre de commerce, M. Kelvin Moe. Bonjour, merci Eric. Bonjour à vous tous. Comme vous savez, en ce moment de pandémie, nous vivons un moment difficile comme entrepreneurs, comme membres. Nous voulons, au nom de la Chambre, remercier Desjardins. Desjardins fait un différent en ce moment difficile pour ses membres et aussi le partenaire de connaître bien les produits et services. Comme vous savez, Desjardins prend des mesures de diminuer les cartes de crédit, les taux de crédit, ou les membres qui sont des assurances voitures, ils ont pris des mesures de rembourser les membres. Ça fait que pour nous, c'est quelque chose de très bien apprécié, nos membres. Nous voulons aussi remercier M. Ouellet pour sa présentation. Merci à toi, Eric, pour l'appui depuis toujours comme directeur général des jardins entreprises de l'ouest de l'île. Et aussi, j'aimerais saluer l'ensemble des DG des caisses là, qui ont participé à cette conférence. Pour nous, c'est toujours un appui précieux pour la Chambre. En terminant, j'aimerais aussi remercier nos principaux partenaires qui est Arrondissement Saint-Laurent et Ville Mont-Royal aussi qui sont là avec nous depuis toujours. Bon, ici là, je vais retour à toi, Eric, pour que tu Merci, Kelvin. en français. Merci. Bonne journée. Merci, Kelvin, pour tes bons mots. C'est vraiment apprécié. Avant de présenter notre conférencier, je voudrais aussi remercier la permanence de la Chambre, Sylvie et son équipe là, qui font un travail vraiment colossal dans ces moments spéciaux. Puis, un salut particulier à tous les entrepreneurs qui sont à la webinaire en ce moment. J'ai profondément du respect pour ce que vous faites. Vous êtes le moteur économique du Québec, de notre région, et vous vivez une situation qui était impossible de prévoir et qui a des impacts insoupçonnés. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que l'information qu'on vous donne, ben, elle vous donne une perspective globale des choses. Peut-être aussi qu'elle vous challenge. Il se peut que notre conférencier vous donne des éléments de réflexion. Puis je pense que c'est important. On est là aussi pour se dire les vraies choses. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une crise comme celle-là? Donc, sans plus tarder, je vais présenter notre conférencier, mais je vais y aller vraiment d'une façon conviviale. On s'est entendu, Jean-René et moi. Jean-René a une biographie et une formation qui est très longue à vous donner la description. Il y a plusieurs titres. Ce qui est important de savoir pour aujourd'hui, c'est que Jean-René Ouellet, notre conférencier, qui est analyste principal en gestion de patrimoine chez les Aisés Fortunés, chez Desjardins. On a la chance de l'avoir avec nous. Peut-être que vous le reconnaissez d'ailleurs parce qu'il est très présent dans les médias, TVA, Radio-Canada et d'autres médias pour évidemment donner de l'information de haut niveau. Et c'est lui qui va avoir le privilège de vous entretenir. Puis je pense qu'on a aussi le privilège, nous, de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et ce que je souhaite, c'est que tout le monde ensemble, on puisse sortir de la conférence avec plusieurs éléments qui nous donnent des idées pour passer à travers une meilleure compréhension aussi de ce qui se passe. Donc, sans plus tarder, notre conférencier Jean-René, merci Jean-René Ouellet d'être avec nous aujourd'hui. Merci Eric. Est-ce que tu m'entends? Peux-tu me faire signe? Je t'entends très bien. Fabuleux, donc. Je vois plus de signe, je vois juste ton nom décrit à l'écran, mais ça va très bien. Je vais enclencher ici le partage d'écran, si vous permettez. Et puis, on va se lancer avec... on va bouger ça.
Parfait. Est-ce que ça veut partir? Éric, est-ce que vous voyez ma présentation comme telle? Allô, Oui, Jean-René, on voit très, très, très bien. Je m'excuse du délai. C'est de trouver le bouton des fois. Parfait. Je pense que ça a pris du temps de mon côté. Donc, Éric, merci beaucoup pour l'introduction. Monsieur Mo, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est un très grand plaisir. C'est un énorme privilège et c'est une très grande responsabilité également, ce que vous nous permettez aujourd'hui. Madame Séguin, merci dans la logistique. Je pense qu'on fait avec l'air du temps. On aimerait ça vous rencontrer en personne. On adorerait ça. On aimait ça. Je pense qu'il faut être patient et être prudent, mais on fait du mieux qu'on peut. On fait contre mauvaise fortune bon cœur et dans le contexte actuel, je pense que c'est l'une des meilleures manières qu'on ait trouvé de vous rejoindre et essayer de rester prêt de vous. Comme Éric vous l'a dit, mon rôle, c'est d'essayer de vous donner l'heure juste. Ce n'est pas de vous dépeindre une situation rose bonbon. Ce n'est pas non plus de vous décrire une situation pour être sensationnelle et fataliste. L'idée ici est de vous donner l'heure la plus juste qui soit. J'ai eu l'opportunité depuis le printemps de m'entretenir avec plusieurs regroupements de chefs d'entreprise. Éric l'a mentionné, vous êtes le moteur économique, vous êtes des gens dont on a besoin, vous avez eu besoin d'aide. Les entreprises, dans certains cas, ont été arrêtées. Certaines ont profité, certaines ont recommencé puis essaient de s'en sortir et d'autres vont continuer de souffrir. Certaines ne passeront pas au travers. Donc, c'est difficile de tout départager. Il n'y a pas de contexte uniforme. Mais avant de se lancer, laissez-moi vous dire, j'aimerais ça faire, puis j'aime ça encore faire un petit retour en arrière pour se dire, bon, on vient de vivre une récession. Bon, en fait, nous vivons une récession. Les temps sont excessivement difficiles. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas vu venir alors que le cycle économique était relativement âgé? Ceci dit, je pense que c'est important de se rappeler comment les choses étaient en début d'année. Et les perspectives économiques en début d'année étaient relativement intéressantes. Puis, pour bien comprendre, retournons en 2018. À la fin de l'année 2018, le président américain était plutôt intempestif. Il allait de barrières tarifaires contre le Canada, contre le Mexique, surtout contre la Chine, plus de biens tarifés. Puis le contexte était plutôt hostile. À la fin de l'année 2018, la bourse chutait d'un 15 à presque 20 de sorte que lorsqu'on a amorcé l'année dernière, en 2019, les attentes des gens étaient relativement faibles. Nous, on avait des attentes plutôt positives, du moins sur les marchés, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'humeur des investisseurs demeure négative tout au long de l'année. Puis comme de raison, l'année dernière, au courant des mois de mai, juin, juillet, on a senti un certain retour d'optimisme à l'égard des marchés, de l'économie. Les Chinois et les Américains ont partiellement enterré la hache de guerre. On a signé un premier plan d'accord commercial ou de détente commerciale, si on peut ainsi dire, de sorte que ça nous amenait au début de l'année 2020 avec des attentes de normalisation des échanges mondiaux, une récupération attendue de la production manufacturière. On avait un marché de l'emploi qui roulait à font la caisse partout au Québec et au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Europe. On n'avait qu'à prendre, moi, dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu l'opportunité de me rendre jusqu'à Rimouski. Puis laissez-moi vous dire que l'autoroute 20 jusqu'à Rimouski était tapissée de panneaux des deux bords de compagnies qui embauchaient. Donc, l'emploi était robuste, les salaires augmentaient. Puis quand les gens travaillent plus et gagnent plus d'argent, généralement, ça fait des gens qui sont confiants. Puis qui plus est, les taux d'intérêt étaient excessivement bas. Donc, c'était un contexte pour anticiper une reprise économique relativement intéressante pour 2020. Mais ça, c'était effectivement il y a déjà très longtemps parce que c'était avant la COVID. Surprenamment, au début des premières perturbations, lorsqu'on a commencé à parler de la COVID, surtout en janvier cette année, les marchés ont essentiellement transigé la COVID comme dans la crise du SRAS au début du millénaire ou encore du H1N1 en 2008-2009. C'est-à-dire que dès que la courbe s'est aplanie un peu, donc le nombre de nouvelles infections a commencé à s'aplanir, vous savez, la courbe de M. Arruda, là, on a commencé à voir à ce moment-là, en fait, quand la courbe s'est aplanie en Chine, à ce moment-là, on a vu les marchés rebondir et aller faire de nouveaux sommets à la mi-février, le 19 février pour être précis. Mais ça, c'était avant qu'on réalise que la COVID n'avait pas de frontières et qu'on voyait de nouveaux foyers d'éclosion
en Iran, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Amérique du Sud, au Brésil, maintenant chez nous, etc. Donc, on a vécu, en fait, on a vécu. Non, c'est pas on a vécu, c'est pas fini. On continue de vivre un choc. Là, je cherche sur mon écran, si vous me permettez. Je peux te faire ça ici. Est-ce que je peux? J'essaie de voir comme. C'est beau. J'ai trouvé comment changer mes acétates. C'est fabuleux. Petite citation de la Banque du Canada, essentiellement pour vous dire ici qu'est-ce qu'on vit. Comment je vous résume ça? Essentiellement, on vit une éclipse économique. Ce qui est quand même intéressant de ceci, je veux faire le parallèle. Quand on rentrait dans les récessions passées, on avait une détérioration économique prolongée, avec une détérioration pendant plusieurs mois, des congédiements pendant plusieurs mois, des pertes d'emploi, des surplus d'inventaire, des politiques monétaires qui avaient souvent augmenté les taux d'intérêt pendant plusieurs trimestres auparavant. Mais on n'a rien eu de ça aujourd'hui. Essentiellement, on est rentré dans une fermeture économique et en même temps, on a eu une diminution de la demande au même moment où on a eu une diminution de l'offre. Évidemment, c'était difficile avec les inventaires juste à temps, ce qui veut dire pas d'inventaire du tout ou à peu près, mais c'était difficile de continuer à produire quand les intrants ne rentraient plus. De sorte que quand on réouvre après un tel arrêt économique, bien, c'est sûr qu'il faut au moins que la production suive la consommation, de sorte que ça nous donne une récupération un peu plus intéressante. On a donc assisté à des déclins économiques assez fulgurants. Là, quand vous regardez sur le schéma de gauche, dépendamment des économies, là, on a perdu des années, des décennies de croissance, voire même des reculs encore plus importants pour l'Italie. Regardez à droite, on voit que tout le monde n'est pas touché égal cependant. Là, regardez au Canada, on voit que la consommation de biens a chuté nettement moins que la consommation de services. Puis ça, je pense que c'est là pour durer. On voit que les gens ont le goût de consommer, les gens consomment différemment, mais les gens consomment en partie de chez eux. Mais évidemment, pour tout ce qui est des industries, des conventions, le tourisme, le voyage, la journée où on va être capable de réenclencher réellement n'est pas encore arrivé. On est toujours sous le coup de la COVID. Je n'ai pas le choix de présenter quelques données ici. Là. En Europe, on a clairement les deux pieds dans une seconde vague. On voit que le taux de nouvelles infections en Espagne est même supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en mars et en avril. Donc, malgré la propension des gouvernements à ne pas souhaiter reconfiner de manière aussi uniforme et unilatérale qu'à l'époque, c'est clair que dans certaines régions, on a d'autres choix que de reconfiner à nouveau. Même à droite, ici au Canada, moyenne mobile des 7 derniers jours au niveau des nouvelles infections, on repart à la hausse. Si les décès n'augmentent pas, ça semble être particulièrement lié au fait qu'on a atteint maintenant des populations plus jeunes et qui, elles, décèdent moins, mais il y a quand même des impacts à plus long terme de la COVID dont on devra tenir en compte. Et fait intéressant, malgré toutes les mesures d'aide qui ont été déployées, je vais y revenir dans un instant, pour l'instant, la COVID là, ne répond pas de Donald Trump, ne répond pas des banques centrales ni des gouvernements. La COVID ne répond que de mère nature, c'est-à-dire de chimie, de biologie puis de physique. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de vrai traitement ni de vrais vaccins. Ceci dit, moi, je demeure un optimiste dans la poursuite des choses, mais pas à court terme, plus sur le moyen et long terme. Quand je regarde les grandes sociétés pharmaceutiques, quand je regarde une fondation comme celle de Bill et Melinda Gates qui dédie la totalité de ses ressources au traitement de cette pandémie-ci, je crois que quand on tire tous dans la même direction, on va trouver une solution. Ce matin, il y avait des données intéressantes qui émanaient de Pfizer et le partenaire allemand. On aurait aujourd'hui à peu près 150 candidats de vaccins sur la planète, 250 candidats de traitement. Ceci dit, pour avoir une conjointe qui travaillait chez GlaxoSmithKline à l'époque du H1N1, on comprend bien dans la maison qu'un vaccin, ça ne se fait pas en claquant des doigts. On peut signer des chèques tant qu'on veut aux particuliers, aux ménages, aux entreprises, mais quand bien même on signe un chèque de 100 milliards d'un matin pour trouver un remède, on ne l'a pas trouvé, ça prend un certain temps, il y a des enjeux techniques, ce n'est pas tout à fait simple. Mais je pense que je suis un des optimistes, des optimismes à moyen terme sur la poursuite, sur l'atteinte d'une solution un peu plus durable. Mais d'ici ce temps-là, effectivement, la prudence demeure quelque peu de mise.
Cependant, quand je regarde, si je vous présente 2-3 choses, là, on a une correction boursière. On a vécu donc du 19 février au 23 mars, une correction boursière sans précédent. Si vous regardez la ligne en orange ici, c'est le plongeon. Ça a été le recul de plus de 30 % le plus rapide de l'histoire. On a rarement vu la bourse chuter d'une telle ampleur, du moins peut-être le crash des années 30, là, qui avait été rapide. Même le crash de 87 n'avait pas été d'une si grande amplitude en si peu de temps. Mais c'est vrai que le recul a été majeur. Quand on compare aux événements de la grande crise financière de 2008-2009, le crash des années 70, l'éclatement de la bulle technologique où les marchés avaient néanmoins culminé sur quelques années. Regardez à quel point c'est impressionnant la récupération des bourses ici. Donc, on a eu le plus fort recul de l'histoire qui a été suivi du plus fort rebond de l'histoire. Comment se fait-il? Comment se fait-il que les deux pieds dans une récession sans précédent, les deux pieds dans une crise sanitaire sans précédent, comment se fait-il que les bourses aient récupéré? Essentiellement parce que les gouvernements, cette fois-ci, s'en sont bien occupés et que les banques centrales s'en sont bien occupées également. Clairement, aux environs de la vingtaine de mars, on a les autorités monétaires et fiscales ont essentiellement tracé une ligne dans le sable depuis ce temps-là. On a signé des chèques aux ménages sans précédent. On s'est assuré qu'ils restent à flot. On a instauré des reports de paiement hypothécaires et tout le reste. Et au niveau des autorités monétaires, on s'est assuré d'injecter des liquidités de manière suffisamment importante pour faire en sorte que les marchés financiers et bancaires et le crédit continuent de fonctionner. Puis juste pour vous rappeler ce qui s'était passé en 2008-2009. En 2008-2009, on vivait une crise ultra sévère. Et puis pourtant, le premier plan Paulson, le premier plan de sauvetage américain qui est passé à la Chambre des représentants en septembre 2008, n'est pas passé dans sa forme initiale. On en avait besoin, là, mais il a fallu qu'il redescende un peu. Ils sont revenus à la Chambre des représentants en décembre et il a fini à entrer en fonction en mars de l'année suivante. Donc, ça a été très long. Cette fois-ci, ça a été rapide. Même chose par rapport aux banques centrales. À un moment donné, quand on a laissé tomber Lehman Brothers en 2009, le crédit a gelé sur l'ensemble de la planète, puis c'est devenu excessivement problématique. Cette année, le crédit n'a pas gelé. On a assuré d'injecter des liquidités dans les secteurs financiers d'une manière sans précédent. En fait, ce qui a été déployé en 4 semaines de mars à avril, c'est l'équivalent qui avait pris 4 ans de mesures à déployer de 2008 à 2012. Donc, la réponse a été très robuste. On s'en occupe, mais on ne peut pas acheter du temps pour gérer la COVID pleinement. Ça va prendre assurément du temps. Puis effectivement, ben, ça crée des enjeux ça crée des enjeux pour bien des ménages, ça crée des enjeux pour bien des entreprises. Puis les chocs ont de bons qui ramènent à l'avant-scène certaines bonnes pratiques. Puis je vous compte je vais faire une petite loupe ici. Là, j'avais un échange il y a quelques semaines avec nos équipes au niveau des grandes et moyennes entreprises, au niveau du financement. Tu sais, nous, on rencontre très souvent des entrepreneurs qui sont 100% investis dans leur business. Puis ça, c'est un cas classique là, parce que souvent, les entrepreneurs vont se définir par qui ils sont. Puis qui ils sont, c'est souvent leur entreprise. Là. Souvent, les gens ne se présentent pas en disant leur nom. Je suis Monsieur X de X Construction ou de X Immobilier ou de X Excavation ou de X Forage Mini ou peu importe. Donc, souvent, c'est important. Donc, ce sentiment d'identification-là, souvent, les gens s'investissent 100%. Le défi, puis l'exemple qu'il me donnait, parce qu'on comprend souvent très bien avec des exemples. Il me racontait l'histoire d'un entrepreneur qui allait super bien dans le secteur de l'imprimerie, venait de faire des investissements, demande en croissance, ça allait super bien, mais monsieur était 100% investi en tout temps, jamais sorti de capital de sa business sur des bases personnelles et s'en faisait une fierté. Cependant, du jour au lendemain, il a perdu 1, 2, 3 contrats majeurs, son chiffre d'affaires a diminué de manière importante et là, il était en manque de liquidité. Il a voulu se retourner vers ses prêteurs, vers ses créanciers pour emprunter contre sa bâtisse. Ça n'a pas fonctionné. Puis pourquoi ça n'a pas fonctionné? Même si sa bâtisse était libre de toute hypothèque à l'époque, puisque sa capacité de remboursement avait été de manière significativement atténuée dans les semaines précédentes, les créanciers ne suivaient pas. Si l'individu avait sorti du capital de sa business pour le ramener d'un point de vue personnel
quelques trimestres, quelques mois, quelques années auparavant, bien, il aurait pu au moins se retourner vers son prêteur, vers un financier, puis dire, regarde, là, ma business a besoin de 10 millions là, pour fonctionner, je vais en remettre 5, pouvez-vous en remettre 5? Dans un pareil cas, probablement qu'il aurait trouvé un certain support. Donc, les crises ont de bon de faire sortir des bonnes pratiques, des bonnes manières. Puis, je disais avec M. Prudhomme, là, je ne suis pas ici pour faire la morale. Ce n'est pas le temps de dire à quelqu'un qui vient de faire un infarctus qui devrait recommencer à marcher, à courir, manger mieux, puis arrêter de fumer. Là. Mais des fois, il y a des périodes qui nous permettent de prendre des constats qui sont importants pour la suite des choses. Et je ne vous dis pas qu'on va revivre un autre choc comme celui-ci. La nature des chocs, c'est qu'on se fait toujours surprendre par un choc qui est différent. La nature de l'humanité, c'est qu'il y en a souvent des chocs, il y en aura d'autres. On ne sait pas toujours d'où ils vont venir et comment, mais d'avoir des bonnes pratiques d'affaires saines, mesurées et d'être capable de faire face à des chocs différents sans être parfait, je pense que c'est des mesures tout à fait adéquates à mettre à adopter. Donc, ça nous donne en sorte un clivage. On a l'impression que Main Street, là, le commun des mortels, il y a des gens qui font face à énormément de difficultés alors que les marchés financiers, eux, vont bien. Puis en fait, quand on dit Main Street vit difficilement, certains économistes ont parlé d'une reprise en cas. Pourquoi en cas? Parce que vous savez, le cas majuscule, là, on a l'impression que si vous êtes un travailleur, si vous êtes formé, si vous pouvez travailler de la maison, vous étiez dans un secteur manufacturier qui est réouvert dans la construction, ça va assez bien, ça va très bien, puis les taux d'intérêt sont bas, ça aide, les supports au ménage, ça aide. Donc, si vous êtes parmi ces gens-là, ça va bien. Mais si vous étiez parmi les gens qui travaillaient dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, on a l'impression qu'on a des gens qui avaient peu ou pas de formation, où ça demeure excessivement difficile. Puis au Canada, on n'est pas pire, là, les mesures d'aide sont plus fortes ici qu'ailleurs. Quand vous regardez ici à gauche, l'implication du gouvernement canadien en proportion de son PIB, c'est plus de 15 de l'équivalent du PIB qui a été déployé dans les différentes mesures d'aide. Il n'y a que le Japon qui, toute proportion gardée, en a fait davantage que nous. Mais si vous allez aux États-Unis, particulièrement depuis le mois de juillet, les vrais chèques d'aide aux ménages américains de 600 pièces à la semaine se sont arrêtés au mois de juillet. Depuis ce temps-là, le revenu des ménages est à la baisse. Puis, on aurait espéré que le gouvernement américain s'entende sur de nouvelles mesures avant le congé de la fête du travail. Ils n'ont pas réussi au mois d'août. On avait des espoirs pour le retour de la fête du travail. Puis, ils ne sont pas arrivés. Et puis là, depuis le week-end, ils se sont trouvés un nouveau terrain de dispute, c'est-à-dire avec le décès de la juge à la Cour suprême, le débat le plus pressant des politiciens américains n'est plus les mesures d'aide aux ménages, mais bien les républicains veulent se dépêcher de combler ce poste-là. On se rappellera qu'un poste à la Cour suprême américain est un poste quasi éternel, de sorte que même si les républicains devaient perdre la prochaine élection, si ça devait être le cas, ils auront eu le potentiel de modeler la plus haute cour du pays pour des années et des années à venir. Vous voyez ici à droite, quand on vous disait que les banques centrales se sont impliquées avec des achats massifs de titres, des injections de liquidités excessivement importantes, donc on vient compenser ici le besoin de financement au niveau des déficits des différents gouvernements de manière très, très, très forte. La question est toujours posée à savoir comment on va payer pour tout ça. Évidemment, ça va probablement passer par un peu plus d'inflation, un peu plus d'impôts, un peu plus de taxes, mais ça, ce n'est pas le débat de l'heure. On y reviendra un peu plus tard. Maintenant, ce que je présente ici, petit mot sur l'élection américaine, on s'en venait. Écoutez, Trump a toujours prétendu être le candidat de l'économie. Or, aujourd'hui, l'économie n'est plus une force. On vient de vivre le plus fort recul de l'économie américaine de l'histoire. Ça, ben, c'est sûr, c'est normal que les données au second trimestre allaient être les pires de l'histoire parce qu'on a arrêté toute l'économie tout d'un coup. En même temps, les données du troisième trimestre vont être les meilleures données d'expansion trimestre sur trimestre de l'histoire parce qu'on bénéficie de la récupération tout d'un coup. Cependant, la clé ici, c'est pas de regarder les chiffres du troisième trimestre et de les extrapoler et de se dire ça va bien. L'idée, ça va être plus, à mon avis, ça va être plus tard cet automne. Quand on va arriver en octobre, quand on va arriver en novembre, quand on va arriver en décembre, quel sera le rythme de pleine récupération ou pas. Donc, quand vous voyez ici le nombre le nombre d'Américains en vert qui se disent très inquiets de l'économie ou un peu inquiets, on atteint 90 de la population américaine qui est moyennement ou très inquiète des perspectives économiques actuelles. Regardez à droite comment les Américains trouvent que la pandémie a été gérée. Et si les gens sont inquiets d'être infectés, c'est quand même plus de 70 de la population américaine qui se dit être inquiète d'une infection.
élection. Donc, bon, Trump ne peut plus parler d'économie, n'a jamais pu vraiment parler de sa gestion de la pandémie, quoi qu'il en dise. Donc, nous, on s'attend qu'au cours des prochaines semaines, on voit un Trump potentiellement très protectionniste. Pourquoi? C'est un thème qui lui a été porteur en 2016 et en retard dans les sondages. On ne doit pas prétendre que Trump va abdiquer et baisser les bras. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous a montré. Et même si les parieurs aujourd'hui prétendent que les démocrates ont 65-70% des chances de l'emporter, dépendamment des modèles qu'on regarde, Trump était à la traîne il était à la traîne tout le long de la campagne de 2016. Peu de gens le voyaient là où il est et pourtant il est là où il est. Donc ça va être important. Ça va être important de voir la sortie du vote. On va espérer que les démocrates qui jadis étaient mécontents de voir Clinton prendre le dessus de leur Bernie Sanders et vont avoir réalisé que le droit de vote n'est pas simplement un droit, mais une très grande responsabilité. Puis on espère que les votes vont sortir ici. Donc voilà ici. Le temps file. Je n'ai pas l'intention de vous retenir pendant des temps excessivement longs. On a parlé de la reprise en cas. Je vais passer outre ici. Au niveau des perspectives, ça nous donne quoi? Je vous dis, chez nous, là, on travaille avec des modèles de récupération où avant de récupérer pleinement le recul économique, on pense que ça va prendre jusqu'à la fin de l'année 2021, potentiellement 2022, pour redémarrer le tourisme, les conventions, etc. Je pense qu'on va devoir attendre d'avoir au moins certains bons candidats de vaccins qui vont commencer à être déployés. D'ici ce temps-là, on pense qu'on va avoir des économies qui vont être dépendantes de politiques monétaires excessivement accommodantes. On va avoir besoin de gouvernements qui vont continuer de s'impliquer un peu comme on le fait au Canada. On a besoin de voir que les Américains vont emboîter le pas de ce côté-là. Puis, je vous dirais, ce qu'on vit actuellement crée des défis. On doit se poser, en fait, vous devez vous poser des questions comme entrepreneur pendant la COVID. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Quelle lecture faites-vous de votre écosystème, de vos parts de marché, de votre concurrence? Avez-vous été capable de fermer et de réouvrir et de revenir comme avant sans que rien ne se passe? Êtes-vous encore dans un mode survie? Êtes-vous en train de vous dire que votre entreprise ne passera pas à travers? Ce sont toutes des questions importantes dans les prochains mois, dans les prochaines années. Vos partenaires d'affaires, vos clients, vos employés vont vous regarder, vont se rappeler pendant excessivement longtemps de comment vous vous êtes comporté dans ce climat-ci. Mais moi, je sais une chose, c'est que de la richesse, on va en avoir besoin tantôt. On a besoin de l'innovation de nos entrepreneurs. On a besoin du dynamisme économique que vous êtes en mesure d'apporter de manière durable et prolifique pour l'ensemble de la société. J'espère que vous allez être entendus là-dessus. Donc, voilà ici. Puis, en bout de ligne, je m'en viens ici pour nous. Ce qui compte vraiment chez nous, c'est de vous mettre au centre de ce dont on a besoin. Évidemment, j'ai un biais au niveau de l'investissement, mais nous, quand on considère l'investissement des entrepreneurs, on prend aussi en compte vos entreprises dans vos valorisations. Souvent, je vois des gens qui ont des profils, en fait, qui ont des comportements d'investissement qui ressemblent drôlement à leur comportement d'entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose à proscrire. On regarde c'est quoi votre profil d'investisseur. Effectivement, dans les dernières années, comme les marchés étaient très bons et prolifiques, tout le monde était prêt à prendre des risques. Or, c'est dans des périodes comme celle qu'on vient de vivre que la vraie tolérance au risque se mesure. Quand vous êtes entrepreneur, vous prenez déjà un risque d'affaires. Donc, c'est important que les investissements ne soient pas une duplication des risques que vous prenez, mais bien une certaine soupape pour diminuer les risques globaux. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre patrimoine, avec votre capital, avec votre entreprise? Ce sont toutes des questions que vous devez vous poser. Ce sont toutes des questions qu'on peut vous poser. On est équipé chez Desjardins pour vous accompagner dans tout ça. Le moment venu, au moment où ça fera votre affaire. Écoutez, on m'avait donné 25 minutes, ça fait 23 minutes 30.
J'espère avoir dressé un constat ni fataliste, ni rose bonbon. On essaie de vous partager l'heure la plus juste qui soit. On fait face à des grands enjeux. Nous considérons qu'on va trouver des solutions, mais le temps est requis et le temps ne s'achète pas. Ceci dit, on s'attend à ce que les mesures, les politiques monétaires et budgétaires et que les taux d'intérêt demeurent excessivement faibles pendant une période prolongé. On a eu un changement de cap au niveau des banques centrales, entre autres la Réserve fédérale, qui cet automne a mentionné qu'il ne visait plus un plafond d'inflation de 2 mais bien une moyenne sur un cycle complet, ce qui fait que la Réserve fédérale américaine pourra bien tenir son taux à un niveau plancher tel qu'il est à l'heure actuelle, bien au-delà de 2023. Ça, c'est ce qui nous télégraphie pour l'instant. Et on ne s'attend pas à ce que la Banque du Canada bouge plus rapidement non plus. Donc, voilà pour les grandes lignes que j'avais. Ça fait 24 minutes 30. On m'a donné 25 minutes. Je vous garantis que je n'ai pas un historique de rentrer dans les temps, mais on m'a bien avisé ce matin que les enjeux de temps étaient importants. J'espère que ça vous éclaire un peu. Si vous avez des questions, je pense qu'il y a des manières de lever la main, mais je l'ignore. Et puis, il y a une manière de poser des questions également. Éric, je pense que tu es présent. Sylvie, vous êtes là aussi. Oui, bien, en fait, je vais laisser la parole à Sylvie pour donner un peu les instructions à tout le monde pour la période de questions, parce qu'effectivement, je suis sûr que plusieurs d'entre vous peuvent avoir des interrogations ou ont le goût de pousser certains sujets un peu plus loin. N'hésitez pas, c'est vraiment le temps de le faire. Alors, Sylvie, à toi. Merci, Éric. Je demanderais juste à M. Ouellet d'enlever peut-être le partage d'écran, s'il vous plaît. J'ai envoyé un chat à tous les participants disant que la possibilité de poser une question est soit via le chat, soit le question and answer ou en levant la main. Donc, pour le moment, je ne vois pas de questions ou lever la main. Peut-être donner le temps aux gens de peut-être se manifester. OK. Je peux peut-être briser la glace, Jean-René. Manger comme briseur de glace. Moi, j'en avais une question. Est-ce que tu crois qu'à moyen et long terme, une crise comme celle-là, si on ne fait pas attention, justement, qu'elle va accentuer de façon importante les écarts entre les plus fortunés et les moins fortunés? Je regardais tantôt ta diapositive où on avait l'écart qui se creusait entre Wall Street, Main Street. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui peut mettre, puis je pense notamment aux États-Unis, là, au Canada, on a peut-être plus de mesures sociales, mais je pense notamment aux États-Unis, où il y a déjà un enjeu au niveau des classes sociales. Est-ce que tu penses donc que ça peut creuser cet écart? Éric, c'est tellement une excellente question que j'en ai des frissons, pas cette année, mais dans les 3-4 dernières années. Je pense qu'à chaque début d'année au Forum économique de Davos en Suisse, ça a été un thème très important. Puis, ironiquement, le modèle américain a toujours été un modèle où le rêve américain, on disait aux gens, si tu viens chez nous et tu travailles fort, tu peux t'en sortir. L'inégalité, là, ça va être drôle ce que je vais dire, l'inégalité, c'est pas toujours grave. Mais quand il y a des excès d'inégalité, ça devient dommageable, et particulièrement lorsqu'on a bu de mobilité des classes. Si on a de l'inégalité, mais ça me donne l'initiative de travailler fort et d'améliorer mon sort, c'est une bonne affaire. Le problème, c'est quand on commence à réaliser qu'aujourd'hui, ben, ça demeure excessif, ça devient de plus en plus difficile d'améliorer son statut versus l'accès aux formations de qualité, etc. Ça va créer des enjeux. Étrangement, au début de la présidence de Trump, dans une certaine conférence, je disais, c'est drôle, Trump est possiblement en train de mettre en sol les graines qui vont faire que les États-Unis vont tourner nettement plus à gauche. Plus les gens entiers en ont davantage, plus les gens pour qui c'est difficile, ça devient encore plus difficile. À un moment donné, ça va amener des révolutions un peu plus fortes. Et puis, vous l'avez dit, Eric, là, au Canada, les mesures sociales sont plus imposantes. Donc, on aide un peu plus notre population. C'est un équilibre délicat à conserver dans une population. C'est bien le partage de la richesse, mais encore faut-il la laisser se créer, la laisser se bâtir pour être capable d'en redonner davantage. On ne veut pas désinviter au travail. Là, c'est important le travail dans une population, c'est important la création de richesse, mais le partage, lui, les
les tout autant. Je pense que c'est un thème qui est important, qui va demeurer excessivement important. Et regardez bien ça, je pense que l'héritage de Trump va être un virage un peu plus à gauche des États-Unis. Puis je ne parle pas d'un matin, là, apprenez sur quelques années à suivre. Merci, Jean-René. Puis moi, c'est un sujet que j'ai à cœur là, parce que je te dirais, tu sais, comme coopérative financière, nous, au Québec, on a un rôle à jouer là-dedans d'être un moteur social économique dans la relance puis d'amener tout l'aspect solidarité. Je vois qu'il y a une super bonne question dans le chat. Oui, ben, je vais t'en poser, je la trouve excellente. Avec l'achat massif des titres par la Banque centrale, comment peut-on encore faire confiance à l'évaluation faite de ces titres-là, donc plus globalement à la bourse, effectivement? Bon, l'achat des titres qui est fait ici, c'est essentiellement des titres obligataires. Les banques centrales se portent acquéreurs de dizaines de milliards d'obligations par mois, voire par semaine, dépendamment des marchés. C'est vrai qu'au Japon, on achète aussi des actions via des fonds négociés en bourse, ce qui n'est pas le cas ni en Europe, ni aux États-Unis, ni au Canada. Donc, ce que les banques centrales font, c'est essentiellement de s'assurer qu'il y a suffisamment de demandes pour que le gouvernement puisse aller chercher l'argent dont ils ont besoin. Essentiellement, là, ce qu'on voit ici, c'est que les déficits qui sont faits par le gouvernement canadien et ou américain sont en grande partie monétisés ou financés par les banques centrales. C'est difficile de parier contre une banque centrale. Une banque centrale, ça a les poches profondes et ça a un horizon d'investissement qui est indéfini, en fait, qui est à l'infini. Ils peuvent se permettre de le supporter dans le temps. Quelle aurait été l'alternative ici? Là? De laisser le crédit geler, de laisser les ménages à eux-mêmes et s'effondrer à cause d'une maladie qu'on ne contrôle pas. Je pense que le coût de ne rien faire aurait été nettement supérieur au coût d'intervenir. Cependant, on le voit bien, là, lorsqu'on inonde les marchés d'autant d'argent, ça pousse les actifs à la hausse. Puis prenez pas juste les actifs financiers, là, la richesse des obligations. Quand je dis la richesse des obligations, c'est les obligations, je les considère très riches parce qu'une obligation du gouvernement fédéral canadien qui vient échéance dans 10 ans, aujourd'hui, ça génère seulement 0,56 %. Un 5 ans est à 0,36. Donc, c'est pas si surprenant si les maisons autour de chez vous, malgré les anticipations de la SCHL, la valeur des propriétés à Montréal, elle fait quoi? Elle bondit, elle explose. C'est ça. Quand les taux d'intérêt sont bas, que les coûts de financement sont bas, ceux qui ont encore un travail ont des moyens d'achat qui sont dopés par la faiblesse des taux. Ceci dit, souvent, j'entends parler des doutes de confiance. Puis les gens disent, dollar américain, on n'est plus sûr. L'or est une valeur refuge. Laissez-moi vous dire que l'or n'est pas une valeur refuge. Pourquoi? Si l'or avait été une valeur refuge, elle aurait fait un sommet en mars. Ce n'est pas ce qui s'est produit. L'or a fait un sommet quelque part dans la période estivale lorsque les taux réels ont flanché à moins 1 %. Prenez juste hier. Hier, une journée où les bourses ont massivement corrigé. Quelles étaient les valeurs refuges hier? Du dollar américain, du franc suisse, du yen japonais, puis des obligations long terme du trésor américain, des treasuries long terme. Donc, aujourd'hui, moi, je suis impressionné. Là, si on m'avait dit qu'un jour, je serais content d'acheter des obligations qui viennent à échéance dans 10 ans, qui génèrent 0,7, là, je me serais possiblement trouvé une autre formation et un autre champ d'expertise, mais c'est le contexte qu'on a à l'heure actuelle. Donc, écoutez, comme dans toute chose, là, la valeur de quelque chose, c'est ce que quelqu'un est prêt et capable à payer pour. Puis aujourd'hui, on a des gens qui sont excessivement prudents, qui ne veulent pas aller dans les bourses, qui ne veulent pas investir dans leur compagnie. Ils veulent détenir des titres de dette. Puis si on trouve que nos titres obligataires au Canada sont chers avec des taux d'intérêt positifs de 0,5, ce matin, on a plus de 16 000 milliards d'obligations dans les pays développés qui se transigent à rendement négatif. Ça, j'aime moins ça. Donc, j'espère que ça répond un peu en partie à la question. Donc, si vous permettez, on va aller avec la question de Martine Doucet. Elle dit comment vous anticipez la capacité des gouvernements à supporter socialement dans un cas de poursuite de la pandémie?
Bon, excellente question. Tant et aussi longtemps que les banques centrales vont être présentes et déterminées à intervenir, les gouvernements vont avoir les coups des franches pour continuer d'intervenir. Est-ce qu'on peut continuer d'ajouter de la dette à un tel rythme? Je pense que la réponse, c'est non, pas de manière linéaire. Est-ce qu'on peut le faire pendant une période relativement, si on devait faire ça pendant 6, 12, 18, 24 mois, je crois qu'on en a la capacité. N'oubliez pas là une chose, au Canada, on est en bonne posture. On fait l'envie de bien les pays du G7 parce qu'on est rentré dans cette crise-là avec un niveau de dette par rapport au PIB relativement faible. Puis ça, on va être franc, là, c'est pas juste par grande vertu. On avait à la fin des années 80-90 le FMI à nos portes. On croulait sur le poids d'une dette qui était grandissante, au-delà des 90 %. Puis, sous l'ère M. Chrétien avec Paul Martin aux finances, ça a pris une douzaine d'années à saisir les finances fédérales. On a introduit la TPS qui se devait d'être temporaire. Puis, quand on a eu assez des libéraux, on a voté pour des conservateurs qui se sont avérés, somme toute, pas trop néfastes d'un point de vue de finances publiques, de sorte qu'on se retrouve face à cette crise, relativement en excellente posture. J'aime pas qu'on laisse des gens dépenser outre mesure. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on voit des mesures pour encourager les gens à se former dans des domaines de pointe, à encourager les entreprises à investir en machinerie, équipement, outillage, robotisation, intelligence artificielle, etc. J'aurais aimé ça qu'on se serve de cette opportunité-ci de crise pour se propulser pour les 10, 20, 100 prochaines années comme des pionniers planétaires. Mais bon, c'est pas ça qu'on fait, là, mais est-ce qu'on en a les moyens pour l'instant? La réponse, c'est oui, tant aussi longtemps que la Banque centrale a les coups des franches pour intervenir et on ne voit pas d'enjeu à cet égard-là, mais on pense qu'on va aller de l'avant. Puis, on peut être fataliste si on veut, là, mais l'histoire d'humanité, quand on se met ensemble à chercher des solutions contre un virus, on va trouver une solution. Je n'ai pas de date, c'est pas moi l'expert en ça, mais quand je regarde les sommes phénoménales qui sont investies à la recherche d'une solution, je pense qu'on va trouver. Je n'ai juste pas de date sur ça. Prochaine question? Est-ce que ça va? Oui. Alors, Marc pose comme question, comment le marché de l'emploi va évoluer dans les prochains mois et années? Sommes-nous à la veille d'une évolution rapide de l'économie vers, par exemple, le télétravail, l'économie numérique VS, manufacturière, etc.? Bon, excellente question. Prenons le télétravail parce que c'est le sujet du jour. Tim Cook chez Apple a mentionné en conférence hier qu'il trouve qu'il voit des choses phénoménales qui se font en télétravail, surpris de la résilience de son entreprise et que le télétravail allait demeurer un phénomène permanent pour certains de ses employés, même s'il ne s'attend pas à ce que tout le monde reste à la maison. Là, il a hâte de revoir les gens dans leur bureau. En même temps, il y a quelques semaines, je pense que la semaine passée, en début de semaine, Jamie Dimon chez JP Morgan disait « Ouais, on a réalisé que la productivité le vendredi puis le lundi a chuté un peu. On aimerait ça que les gens reviennent au bureau. Mais vendredi, c'est Goldman Sachs qui mentionnait on a ramené nos traders au bureau peut-être un peu trop vite. Là. On aimerait ça qu'ils retournent parce qu'on a commencé à avoir des cas de COVID. » Bref, je pense qu'on va avoir certains changements vont être permanents, mais peut-être pas dans leur totalité. Là, le centre-ville de Montréal est quasi fermé parce qu'on ne va plus dans nos bureaux. Puis moi, je crois à la valeur de mettre des gens dans un lieu commun. Les meilleurs meetings ne sont pas forcément ceux qu'on prévoit d'avance ou pas ceux sur Zoom. On a le désir de se voir en personne, mais moi, mes meilleurs meetings dans ma business, c'est ceux que quand je rencontre mes gens de financement, mes gens de crédit, mes analystes de risque dans un corridor, c'est drôle, hein? On règle bien des solutions, bien des dossiers dans des corridors. Fait que je crois à la valeur de mettre des gens dans un même lieu physique. Mais est-ce qu'on va retourner 100% du temps au travail? Il y a quand même certains gains d'efficacité. Au lieu de me lever à 5 heures le matin puis d'être devant un écran à 6h30, 7 heures au bureau, je peux me lever à 5 heures le matin puis être à 5h15 devant mon écran et être fonctionnel plus longtemps. Donc, il y a quand même certains gains ici. Il va y avoir des enjeux sur la rétention de personnel. Ça va peut-être être plus dur, le mode télétravail au mois de novembre lorsque l'automne va frapper un peu plus fort. Fait que, bref, je pense qu'on va voir certains changements un peu plus durables. Donc, je pense que dans le marché du travail, il y a clairement une révolution. Pour ce qui est du commerce, pour moi, dans le commerce, puis l'adoption du commerce électronique, pour moi, c'est pas une révolution. C'est une accélération d'un phénomène déjà entamé, déjà existant. Les commerces qui vous offraient
ni expérience, ni expertise. Clairement, ils étaient déjà appelés à décliner. Or, avec la pandémie, on a accéléré à une vitesse grand V l'adoption des modes en ligne. Puis j'avais des échanges, moi, avec les gens du Conseil québécois du commerce de détail dans les dernières années, puis je leur disais tout le temps, dis-moi, là, je veux bien consommer local, mais c'est vraiment pour moi inconcevable que mon commerce local se fasse battre à ma porte par le géant de Seattle. Il faut se servir de ce qu'on a, leverager la présence locale pour dominer notre espace. Autrement, on se tire... On se tire dans le pied. Quelle va être la vraie valeur des espaces commerciaux éventuellement? Je regardais tristement ce que les gens chez Cominor avaient comme plan de match au cours des derniers trimestres. Bien, avec l'achalandage qui baissait, ils disaient on va ajouter un peu plus de restauration dans nos centres d'achat pour faire en sorte que les gens viennent vivre des expériences. Bon, là, évidemment, la COVID qui frappe, ça donne des choses qui sont excessivement difficiles. Bref, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont être révolutionnaires. Il y a des choses qui vont changer pour de bon. Hey, moi, j'aimerais ça. Là, je serais le premier là, à être content d'aller travailler au bureau s'il y a 20-25% des gens qui sont en rotation et qui restent à la maison. Probablement que le trafic montréalais serait drôlement plus fluide si on avait 20-25% de gens de moins qui se présentaient. Mais la vraie lecture du travail, je vous le dis, je n'ai pas de réponse parfaite aujourd'hui. J'aimerais ça vous dire, on va repartir du 11% de taux de chômage qu'on a touché, puis on va retourner à 5 comme on était avant la pandémie, mais ça va prendre une récupération importante dans les domaines un peu plus mous et affectés dans les spectacles, le divertissement, le tourisme, l'aviation, l'hôtellerie. Puis ça, tant qu'on n'a pas de vaccin, on ne récupérera pas ça pleinement. Donc, j'ai l'impression qu'on va continuer à avoir une certaine reprise une reprise d'emploi et une diminution encore du taux de chômage pour les prochains mois, mais à un rythme nettement plus lent que ce qu'on a vu à partir du mois d'avril-mai, là où on a eu une récupération d'emploi qui a été vraiment, vraiment très, très forte. Moi, honnêtement, pour vrai, je pense que quand on va être rendu en novembre, en décembre, on va avoir une meilleure lecture d'où on va, puis d'où on va et à laquelle vitesse. Puis un phénomène à ne pas négliger non plus. Si on devait avoir des craintes de reconfinement. Ça, pour moi, les histoires de reconfinement en stop and go, j'aime moins ça parce que on a beau dire il faut que nos entreprises investissent. Une entreprise, ça n'investit pas parce qu'on lui demande. Peut-être en Chine, c'est un peu plus directif, là, mais au Québec, au Canada, en Europe, en Amérique du Nord, les entreprises investissent quand on leur offre un climat relativement stable, avec une certaine visibilité sur ce qu'elles ont devant eux. Donc, si les entreprises ont des difficultés à voir le prochain mois, je ne pense pas qu'un entrepreneur va investir 10 millions dans sa business. Tout le monde va être en mode protection des bilans puis de faire attention. Mais comme dans toute chose, les crises ont de bon qu'elles créent des opportunités pour certains. Je pense qu'on va voir des firmes d'architectes, de design, par exemple, créer des mondes de travail, des espaces bureaux différents. Je pense que d'avoir son bureau individuel dans une tour au centre-ville, ben on va peut-être plus avoir des espaces de bureaux partagés que vous booquez juste quand vous en avez besoin. Puis peut-être que les entreprises vont être en mesure de réduire les superficies qu'elles utilisent, mais ça va demander des setups un peu différents. Donc, dans des périodes de turbulence, il y a des gens qui vont trouver des bons créneaux pour opérer. Je vais enchaîner avec une autre question. Alors, que pensez-vous d'acheter de l'or comme outil pour améliorer la diversification d'un portefeuille financier? C'est une excellente question. 2-3 points là-dessus. Primo, l'or, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Depuis 10 ans, c'est sûr que si on regarde aujourd'hui, l'or a fait un sommet de 2000 quelques dollars cet été. Puis on se dit, hey, ma foi, l'or sur 3 mois, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans même, l'or a une super performance. Ouais. Mais depuis 10 ans, l'or a reculé plus souvent que le marché des actions et a reculé à quelques reprises des reculs nettement plus importants que les reculs du S&P 500. Ceci dit, l'or tend à être un bon diversifiant lorsqu'il y a des périodes d'un peu plus d'inflation ou encore de déflation. D'ailleurs, c'est lorsque les taux réels ont flanché à moins 1% que l'or a fait un sommet. Mais si vous achetez de l'or aujourd'hui puis vous l'ajoutez, à mon avis, ça ressemble plus à une trade assez spéculative pour courir après quelque chose qui a été très, très, très bon. Nous, on a certains de nos modèles qui fonctionnent avec de l'or, souvent en détention quasi physique, un fonds négocié en bourse qui investit directement dans le lingot. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va vouloir trancher à l'entrée et à la sortie souvent. On va mettre un 3 à 5% d'or dans notre répartition d'actifs.
et on va le rebalancer avec l'ensemble de nos autres classes d'actifs à période périodique, mais que ça aille bien ou que ça aille pas bien, qu'on ait des bonnes visions sur l'or ou pas, on va toujours en avoir un peu. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais c'est comme ça qu'on l'introduit dans une classe d'actifs. En même temps, sur le lingot, laissez-moi vous raconter l'histoire de Warren Buffett. C'est drôle parce que chez Berkshire, on vient d'ajouter un peu d'or dans les portefeuilles, en fait, un peu de compagnie aurifère dans les portefeuilles. Ceci dit, il y a quelques années, Warren Buffett avait mentionné, si vous prenez la totalité des réserves physiques d'or mondial, ça doit faire un cube d'à peu près 70 pieds par 70 pieds. Puis ça valait à l'époque 9 800 milliards. À l'époque, vous étiez capable, avec la même somme, d'acheter, je pense, 5-6 fois la compagnie ExxonMobil, qui était la compagnie la plus rentable à l'époque, avec 20 milliards de bénéfices et 20 milliards de dividendes par année. Il vous restait suffisamment d'argent pour acheter la totalité des terres agricoles américaines qui génèrent plus de 200 milliards de revenus par année. Puis ça vous laissait 1500 milliards dans la caisse excédentaire. Donc, si vous avez le choix entre mon pool de terres agricoles, puis de compagnie, puis d'encaisse excédentaire pour les 20 prochaines années, ou de détenir le bloc d'or, qui est un actif qui génère ni revenus, ni items à vendre, qu'est-ce que vous auriez choisi? J'ai un collègue lui, qui dit de l'or, ça va autour du doigt de madame avec un gros diamant dessus. Donc, il faut faire le débat ici. L'or, il y a de la place pour l'or dans les portefeuilles, mais l'idée, comme toute autre classe d'actifs, c'est de bien la doser avec l'ensemble de l'œuvre qu'on l'utilise. Donc, il me reste encore 3 questions. Je regarde l'heure, donc je vais poursuivre. Le centre-ville de Montréal est stimulé, entre autres, par les bureaux, le tourisme, les étudiants étrangers. Les 2 universités anglophones vont-elles s'effondrer si la situation persiste encore un an? Effondré, non, puis assurément pas sur un an. Concordia et McGill sont des entités excessivement solides. Ce sont des pionniers. Oui, on a vu un peu moins d'immigration à date depuis le début de l'année. C'est une pause, c'est pas un arrêt. Je vous reviens, on avait une discussion avec M. Patrice Groslot de McGill Immobilier dernièrement. Puis je vous le dis, là, il ne sent pas du tout de perte d'attrait pour ces résidences au centre-ville de Montréal. Puis je pense que c'est un point qu'on n'a pas mis assez en lumière au Canada, puis particulièrement au Québec, c'est la valeur que les immigrants, les nouveaux arrivants ont dans le dynamisme économique. Là. Quand on regarde l'apport qu'ils ont, ce sont souvent des gens qui arrivent hyper diplômés, c'est des gens qui arrivent avec une fibre entrepreneuriale très forte. Hey, moi, je serais prêt à parier là, qu'il y a un plus grand, il y a une proportion d'entrepreneurs nettement plus grande chez les nouveaux arrivants que chez les Québécois de souche. Quand les gens arrivent de l'étranger, ça crée une demande pour de nouveaux immeubles, de nouvelles maisons, de nouvelles propriétés. Donc, il y a un dynamisme direct qui provient de l'arrivée de ces gens-là. Évidemment, avec un mode COVID, ça frappe un peu une pause, mais ça, pour moi, c'est pas une révolution. Ça, pour moi, c'est une pause et on aura un retour à la normale. Est-ce que les immigrants qu'on ne recevra pas cette année, on va les recevoir l'année prochaine? Ça, je ne le sais pas. Demander au gouvernement fédéral, c'est eux qui lead ce dossier-là. Mais moi, je m'attends à ce qu'on voit un retour à la normale. Une université comme McGill, c'est une pionnière au niveau planétaire. Les gens veulent venir ici pour ses programmes, pour ses enseignants, pour son dynamisme. Je pense que ça, on n'a rien perdu de cela. On va le revoir. Pour ce qui est du reste du centre-ville, bien évidemment, à court terme, ça crée des chocs. Là. Si un restaurateur sur la rue Peel doit fonctionner avec la moitié de sa capacité, bien, soit il double ses prix, où il est en difficulté, puis il y a d'autres choix. Puis entre-temps, ben, quand il payait 50, 60 puis 100 000 $ de loyer au mois, il se retourne vers son propriétaire et dit « Écoute, je fais le quart du chiffre d'affaires, je ne peux plus continuer à te payer. » Ça va faire que le propriétaire d'immeuble va se retourner vers la ville-centre et dire « Regarde, tes taxes, quand il n'y a plus de gens qui viennent, c'est un peu difficile. » Donc, évidemment, il y a des pressions puis il y a des tensions qui s'opèrent ici, mais je vous dirais, dans la restauration, l'image qu'on avait, c'est que, n'oubliez pas que la restauration, ça n'a jamais été un domaine facile, mais c'est un secteur qui est très résilient. Prenez lorsque les ouragans sont passés Rita et Katrina sont passés successivement sur la Nouvelle-Orléans. Tous les restaurateurs sont disparus là, du jour au lendemain. Il y a eu des faillites hallucinantes. Mais si vous y êtes allé 2 ans plus tard, il devait en avoir plus qu'auparavant. Donc, faisons la part des choses ici. C'est un secteur qui demeure résilient, qui a des barrières à l'entrée relativement limitées.
mais les restaurateurs vont pouvoir reprendre seulement lorsqu'il y aura du monde au centre-ville. Puis c'est vrai pour les restaurateurs, mais c'est vrai pour les autres commerces de proximité, les dentistes qui se sont installés au pied des tours, les coiffeurs, coiffeuses qui sont installés dans ces coins-là, les grandes bannières qui sont installées dans ces coins-là. Ils étaient là parce qu'il y avait du monde qui se promenait là. Quand les gens sont moins là, bien évidemment, le modèle d'affaires est moins le cas. Mais ça, c'est un choc à court terme. Je pense que ce n'est pas une révolution. Il y a quand même des gens qui vont vouloir retourner dans les centres-villes lorsqu'on aura vacciné plus globalement nos populations. J'ai encore 2 questions, mais je regarde le temps et puis je vais au moins me permettre une autre qui est comment vous voyez les entreprises à court terme sans les subventions gouvernementaux, que ce soit salaire ou loyer? Les entreprises. Bon, les entreprises, dans certains créneaux, c'est difficile. Il y a une tonne d'entreprises qui, sans mesure d'aide, ne passeront pas au travers. J'aimerais ça vous dire que c'est pas le cas, mais on a des ménages qui sont dépendants des mesures d'aide. On a des entreprises qui sont dépendantes des mesures d'aide. Fin de l'histoire. Il y a des grandes entreprises qui s'en portent mieux, mais vous savez, toutes les entreprises ne sont pas égales. C'est difficile de traiter les entreprises de manière uniforme. M. Prudhomme pourrait vous le dire, là, dans son book d'affaires, il y a des entreprises qui, surprenamment, nous surprennent. Finalement, le chiffre d'affaires n'a pas trop baissé, ça continue d'opérer. Il y a même certaines entreprises qui ont une recrudescence d'activité, donc pour qui c'est plus fort qu'escompté. Puis il y a vraiment des entreprises qui souffrent. Moi, j'aimerais ça que les mesures soient un peu plus chirurgicales, un peu plus ciblées. Puis je vous dis ça, puis c'est peut-être un vœu pieux en même temps. Là, la première qualité des mesures d'aide dans le contexte qu'on avait, on voulait qu'elles soient déployées rapidement, non pas être parfaites. Là. Si on avait fait des grands modèles gouvernementaux avec une tonne de structures hiérarchiques, on aurait peut-être déployé les sommes dans 2 ans, puis ça aurait été pas très utile. Donc, contre mauvaise fortune, bon cœur, on a donné des programmes d'aide. Regardez, juste un exemple, les entrepreneurs en général n'aiment pas la PCU. Moi, j'étais le premier à être surpris. Là, au mois de mars, on a affiché au Canada 2 millions de pertes d'emploi, mais on a eu 8 millions de demandeurs de la PCU. Je dis, comment se fait-il qu'on ait donné de l'aide à 8 millions de personnes si on a eu 2 millions de personnes qui ont perdu leur emploi? Ça, c'était mon point de vue très personnel, mais en même temps, on a des gens qui avaient besoin de cash flow rapidement et on a au moins livré ceci, ce qui a permis malgré tout à certaines entreprises de continuer d'opérer. Il y a certains restaurateurs qui ont continué d'opérer, ceux qui font de la livraison, ceux qui sont un peu plus dans les banlieues, les commerces de proximité. Si vous avez essayé d'acheter une piscine cet été, un bateau cet été, un vélo cet été, si vous voulez vous refaire une terrasse en bois traité à l'heure actuelle, là, bonne chance. Le prix du bois depuis le début de l'année a été multiplié par 4, sinon 5. Donc, on voit des déplacements de demandes. Ça fait des gagnants, mais ça fait également des victimes. Et je pense que c'est dans un monde de collaboration qu'on doit aider ceux qui en ont besoin. Là, j'ai une autre question, mais j'ose pas trop. Je regarde l'heure et puis on avait dit qu'on arrêterait peut-être à les 25 pour permettre de commentaires de Éric et de Kelvin, mais à moins que vous répondiez en 30 secondes, la question était, croyez-vous que le gouvernement fédéral va finalement supporter l'aérospatiale compte tenu de l'importance de cette industrie, notamment au Québec? Vous voulez que je réponde à 130 secondes? Sinon, écoutez, les enjeux sont excessivement grands, mais l'aéronautique, c'est vrai que c'était des bonnes jobs, mais on aurait pu parler de la santé, de la recherche en pharma. Il y en a des tonnes. Je pense qu'au sens plus large, on se doit. Je veux pas cibler une industrie. Moi, je pense que les gouvernements doivent encourager l'entrepreneurship. Je pense que les gouvernements doivent offrir un contexte stable, avec des politiques stables pour eux, puis un contexte qui est favorable à l'investissement. On a besoin de richesse dans le monde actuel, puis on a besoin de partage de la richesse, mais il faut la laisser se créer. Puis ça se fait comment? Ça passe par l'innovation, ça passe par l'investissement, ça passe par la différenciation. Je pense que ce sont des thèmes dont on ne parle pas assez. J'aimerais ça pas être le seul qui vous en parle. Éric vous en parle aussi de temps en temps. Monsieur Meaux vous en parle aussi de temps en temps, mais j'aimerais ça qu'ensemble, on fasse une grande chorale puis qu'on milite sur ces véhicules-là qui, ma foi, sont assez clés pour le succès, non pas à 3-6 mois pour la prochaine élection, mais qui sont clés pour le succès des prochaines générations. Merci,
Jean-René. Puis écoute, pour moi, ça fait peut-être l'entrée pour le mot de la fin, avant de passer la parole à Calvin et Sylvie pour vraiment la toute fin. C'est que effectivement, cette crise-là amène aussi son lot d'opportunités sans banaliser, au contraire, les impacts qu'elle a sur plusieurs personnes et entreprises. Mais tu as raison, Jean-René. Moi, à tous les jours, je travaille avec des entrepreneurs et plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises s'en sortent de façon incroyablement bien avec beaucoup, beaucoup d'innovation et des investissements dans la technologie. Puis, je pense qu'effectivement, il faut aussi réfléchir à ça. Ça fait longtemps qu'on parle au Québec qu'on a un déficit technologique d'investissement. Puis, je pense qu'une crise comme celle-là peut être encore un moteur pour accentuer le pas là-dessus puis continuer, comme tu dis, à en faire une chorale. Même chose au niveau de la solidarité. Je pense que ça va être de plus en plus important, outre les gouvernements, d'assurer dans la communauté une solidarité. Desjardins entend bien jouer ce rôle-là comme coopérative financière. Moi, je veux remercier les entrepreneurs ou tous ceux qui étaient à l'écoute aujourd'hui parce que vraiment, la qualité des questions était au rendez-vous. Je pense que ça démontre l'intérêt que vous avez pour le sujet, puis aussi les réflexions que ça nous a donné. L'excellente présentation, Jean-René, un grand, grand merci d'avoir accepté le défi. Je terminerai en laissant la parole à Calvin et Sylvie pour le mot de la fin. Sylvie, tu veux commencer? Non, mais en tout cas, j'étais tellement étonnée de voir. On a eu beaucoup de questions et comme Éric dit, c'était tellement fort intéressant. J'aurais aimé continuer, mais le temps nous file. Juste il y a 2 personnes qui avaient posé des questions. Je pourrais peut-être les envoyer à M. Ouellet. Et puis, par contre, les noms ne me disent pas DGE 1174 devra peut-être se manifester pour qu'on le retrouve. Mais je cède la parole à Calvin. Alors, merci encore, M. Ouellet. Ben, merci Desjardins, merci M. Ouellet, vous êtes vraiment un rockstar pour Desjardins. Là. Juste écoutant vous parler, on dirait que j'écoute une émission télé sur la finance, économie. Ça fait penser mes cours d'MBA. Bon, c'est tellement très intéressant. Là. Ça fait que merci beaucoup pour votre temps. Vous êtes très généreux dans votre présentation, dans votre réponse aussi. Merci à Éric Prudhomme, un leader pour que Desjardins Entreprises, l'Ouest et Centre de Montréal. Au nom de la Chambre, tous nos partenaires, nous tenons merci beaucoup à Desjardins et à la prochaine. Merci aussi Sylvie, l'organisation des permanents, tout ça. Ça fait qu'à très, très bientôt. Nous sommes là toujours pour vous comme membres. De contribuer en ce moment difficile, de vous informer, de défendre. Ça fait qu'à très, très bientôt, nous avons d'autres événements de la Chambre. Merci. Merci, puis bye tout le monde. Merci Jean-René encore une fois. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.